Il y a un sondage qui a été fait par la Direction générale de la recherche en fin 2001, décembre 2001, sur l'ensemble des États européens, 15 États à l'époque. Donc sur les 15 États européens, ça a été fait en tête-à-tête avec les gens, méthode des quotas, donc vraiment statistiquement significatif. Et ça montre que, par exemple, un Européen sur 4 pense que c'est la Terre qui est au centre et tout qui tourne autour. Et donc ça permet de comprendre pourquoi l'astrologie, elle a toujours du succès. Ça veut dire que les bases mêmes des connaissances que certains ont depuis l'Antiquité, quoi, Aristarque de Samos, etc., pour ne pas le citer, eh bien, montrent que c'est pas diffusé. Donc le gros problème, c'est un problème de diffusion de la culture scientifique et technique, comme on pourrait... Culture scientifique, déjà c'est la culture tout court. Déjà le fait même que moi je dis culture scientifique et technique, déjà on a tendance à le mettre à part. Alors qu'il faudrait que ce soit diffusé. Donc ce qui manque, c'est plus des actions d'animation, de diffusion, de mer à la patte, comme aurait dit Georges Charpak. Donc c'est ça qu'il faut essayer de développer, et c'est ça qui comblera un petit peu le fossé. Faire comprendre ce qu'est la science. Alors c'est pas facile de faire comprendre ce qu'est la science, c'est plus facile de faire comprendre ce qu'elle n'est pas. Et c'est pour ça que moi j'aime bien prendre les phénomènes paranormaux, on prend ce qui s'appelle les pseudosciences ou les parasciences, et on montre pourquoi ce n'est pas de la science. Et ça permet de bien montrer, facilement à mon avis, comment la science fonctionne. Quels sont les critères qui font qu'une affirmation peut être scientifique. Et ça servira quand on aura un débat sur les centrales nucléaires, quand on aura un débat sur les OGM, etc., pour avoir une démarche qui soit correcte. Après, bon, chacun partira avec ses présupposés, bien sûr, mais en tout cas, au moins, on va essayer de construire un débat qui soit méthodologiquement correct. Et c'est ça qui est le plus important. Donc la radiesthésie, c'est la capacité qu'auraient certains individus de détecter à peu près n'importe quoi à l'aide d'un pendule, d'une baguette, ou pour certains à l'aide de rien du tout, juste avec les mains. La revendication, disons la proposition qu'il y a derrière, ou l'hypothèse qu'il y a derrière, c'est de dire les objets, la matière émet un rayonnement. Alors, il met un rayonnement inconnu des physiciens, donc un rayonnement particulier qu'on appelle un rayonnement radiesthésique, d'accord, et qui permettrait d'être, et qui pourrait être capté par certaines personnes, d'accord. Donc, on peut avoir des métaux qui émettent ça, on pourrait avoir des cavités, donc du vide qui émettrait quelque chose, on peut avoir quelque chose qui émettrait quelque chose, etc. Et donc, les gens se sont souvent focalisés sur l'eau, à savoir l'eau émettrait un type d'onde spéciale, donc les ondes radiesthésiques, que le sourcier pourrait capter. Et donc il se servirait d'un instrument, un pendule par exemple, ou des baguettes de détection, uniquement comme support. Un peu comme une voyante va se servir, je sais pas, du marc de café, d'une boule de cristal ou des tarots. C'est juste un support. La baguette ou le pendule, c'est un support pour mettre en évidence ce que le magnétiseur, en quelque sorte, ce que le sourcier capte. Donc la radiesthésie, ça permet grosso modo de trouver ce qu'on veut, puisque c'est censé pouvoir répondre à toutes les questions. Donc on pose une question et le pendule va vous dire si c'est oui ou si c'est non. Donc en fait, on peut poser n'importe quelle question, on peut tout trouver, pour quoi que ce soit dans l'univers. Donc c'est la science par excellence, c'est la réponse à tout, présentée comme ça. Donc après, il faut faire le test pour savoir si ça fonctionne ou non. Alors ce qui a attiré beaucoup de personnes, c'est la sourcellerie, donc la détection d'eau par les radiesthésistes. Donc pourquoi? Parce qu'il y a un physicien, le professeur donc Yves Rocard, qui était un physicien connu, donc qui travaillait en Normal Sup, qui s'occupait dans le labo de physique, donc qui s'est intéressé à la sourcellerie et qui prétendait avoir apporté la preuve de la validité de la sourcellerie, donc de la détection d'eau, et d'autres choses aussi, des magnétiseurs. Mais en particulier, il s'est intéressé à ce qu'il appelait le signal du sourcier. Il disait qu'il avait mis en évidence le signal du sourcier, et que le signal du sourcier venait de la capacité du corps humain à détecter des variations de champ magnétique. Donc il disait qu'il avait mis en évidence des petits cristaux de magnétite qu'on aurait dans les tempes, dans les coudes, dans les genoux et dans les talons. Et il disait que les détecteurs essentiels, c'était ceux des talons. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on marche sur le sol, c'est les talons qui sont en contact avec le sol, donc il y a un champ magnétique terrestre général. Et il disait, si les détecteurs que l'on a dans les talons détectent un changement de champ magnétique, ce qui s'appelle en physique un gradient de champ magnétique, à ce moment-là, il va y avoir une réaction induite dans la personne. On a un champ de côté, un champ un peu différent de l'autre. Bien, ça induit un mouvement. Et ce mouvement, ça serait un mouvement musculaire qui provoque le mouvement du pendule, d'accord? Le mouvement, la mise en rotation, le balancement, ou le mouvement des baguettes. D'où la soi-disant capacité de détecter l'eau. Alors comment peut-on vérifier ça?
Alors comment on peut vérifier l'hypothèse du professeur Rocard? Bien, c'est pas compliqué. On crée artificiellement une variation de champ magnétique. Donc on se met à un endroit que l'on estime à peu près magnétiquement neutre, ou que l'on fait déterminer par les radiesthésistes comme étant non troublé, étant magnétiquement neutre. Et ensuite on fabrique un petit champ magnétique tout simplement en prenant une pile électrique. C'est le professeur Rocard lui-même qui a décrit donc l'instrumentation. On prend une pile, on envoie donc on met la tension au bord d'un petit fil électrique qui fait des boucles, qui fait des spires. Donc on crée ce qui s'appelle un solénoïde, on met une petite résistance, et ça va créer un champ magnétique. Donc ça permet de faire un champ magnétique artificiellement à la commande en quelque sorte, en pressant sur un bouton ou en ne pressant pas. Et donc on peut mettre les personnes en condition, en les faisant, disons, en les mettant en contact, entre guillemets, en contact avec ce champ magnétique ou non. Et donc pour voir si le pendule se met à tourner. Ça c'est ce qui s'appelle l'expérience de la semelle magnétique. Donc c'est deux petits bouts de bois qui représentent des semelles. Une semelle c'est juste un bout de bois. Et le deuxième, eh bien, il y a tout simplement le petit solénoïde pour faire le champ magnétique, pour voir si les personnes sont effectivement sensibles à cette variation, à ce gradient de champ magnétique. Et le résultat? Résultat, ben, quand on fait les résultats en les menant sérieusement, c'est-à-dire pas de la manière qui avait malheureusement été fait par le professeur Rocard, c'est-à-dire en le faisant à double aveugle, à savoir que la personne qui tient le pendule, donc que l'on est en train de tester, ne sait pas s'il y a le champ magnétique ou non, et que la personne qui enregistre le résultat, c'est-à-dire qui lance le pendule et qui vérifie si le pendule rentre en rotation ou non, elle ne doit pas savoir non plus si le courant est établi ou non, pour pas qu'il y ait de contact entre les deux. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que les résultats donnent exactement comme le tirage au hasard, une chance sur deux, pile ou face. Si on met 100 fois le courant, 100 fois on ne le met pas, on fait l'expérience, grosso modo, on va avoir une centaine de résultats positifs. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que c'est exactement ce que donne le hasard, à savoir que on lance un pendule, le pendule se met en rotation, mais il va le faire aussi bien quand on appuie, quand il y aura le champ magnétique, que quand on n'appuie pas. Donc c'est totalement indépendant du champ magnétique. C'est juste la personne qui, pensant qu'il y a un champ magnétique, avec des micro-mouvements, va mettre le pendule en rotation. Quand on le fait, Rocard disait que 80% de la population possède le réflexe sourcier. Donc c'est pour ça que c'est très facile à tester, parce qu'on n'a pas besoin de chercher un radiesthésiste très connu, mondialement célèbre, qui aurait des soi-disant pouvoirs. Non, on prend la population, on peut prendre tous les étudiants qui passent ou un truc comme ça. Comme Rocard disait, 80% de la population a le réflexe sourcier. Eh bien, on teste par exemple 50 personnes, et c'est vite vu, puisque sur ces 50 personnes, on en a déjà en moyenne 40 qui ont donc le soi-disant don. Donc sur ces 40-là, on devrait observer un signal qui ne se fait que quand il y a le champ magnétique, ce qui n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a rotation? Oui. Est-ce qu'il y a rotation uniquement quand il y a le champ magnétique? La réponse est non, et ça on l'a bien démontré. Voilà, il se trouve qu'avec cet objet qui s'appelle le pendule, ou avec d'autres objets comme les baguettes, il y a eu aussi des dérives en quelque sorte, hein, des à côté, à savoir que à partir de la détection, qui serait la détection d'eau, la détection de métal, etc., il y a des personnes qui ont dit, eh bien on va pouvoir détecter des personnes, on va pouvoir détecter une personne disparue, savoir où elle est, on va pouvoir détecter si une personne a une maladie, on va mettre sur la mer, on va savoir est-ce que la personne a eu une maladie dans le passé, est-ce qu'elle va avoir une grave maladie dans le futur, etc. Donc là, c'est un usage, disons, latéral en quelque sorte de la radiesthésie. Ça n'a plus rien à voir avec des soi-disant ondes de radiesthésie qui seraient émises par un corps, par exemple, caché sous terre. C'est, soi-disant, on pourrait interpréter le vécu d'une personne et le futur d'une personne. Bon, là, on est vraiment très très loin du physiquement mesurable et on entre dans le domaine de la psychologie. C'est ce que font les voyantes. Donc, au lieu d'utiliser un support comme le marc de café, parce que peut-être ça fait un peu désuet, ben ils vont utiliser peut-être un pendule, ça fait un petit peu plus moderne. Ils utilisent aussi des tables, des soi-disant tables qui permettent de se calibrer. Puis ils tiennent le pendule, ils vont poser la question, cette personne va-t-elle avoir dans un proche avenir une rencontre, je sais pas, amoureuse? Et puis le pendule va répondre oui ou non. Cette personne va-t-elle connaître, je sais pas, des déceptions? Non, c'est bien, vous allez être en pleine forme. Donc parce qu'évidemment les voyants caressent toujours dans le sens du poil, hein. Donc à ce moment-là, c'est une utilisation, mais latérale. Donc ça n'a plus rien à voir avec une revendication physique qui est derrière. Donc là, ça peut s'expliquer. Les succès qu'ont ces personnes peuvent s'expliquer essentiellement par l'effet puits. Ça veut dire c'est ce qui est utilisé dans l'horoscope. Le principe, c'est un principe psychologique bien documenté, c'est de faire des phrases qui soient suffisamment creuses, qui ne veulent donc vraiment rien dire, mais sujet, verbe, complément en quelque sorte, mais qui vont pouvoir être interprétées par la personne qui l'entend. Donc c'est des phrases qui n'ont pas un sens pour la personne, mais qui ont un sens par la personne. C'est la personne elle-même qui va donner un sens à la phrase qu'elle est en train d'entendre. Et donc sur des petites expériences qu'on a menées,
on s'est rendu compte qu'effectivement, les personnes interprètent très facilement ce que le voyant ou la voyante va dire. Et la personne va même parler avec le voyant ou la voyante, et quand on l'interroge après, elle dira non, non, j'ai pas dit un mot, il a parlé tout seul, ou elle a parlé toute seule et tout, c'est tout lui ou tout elle qui a dit, moi je n'ai rien dit. Or, l'enregistrement magnétophone montre que la personne discutait librement avec le voyant, et que c'est comme ça qu'on lui a tiré les verres du nez, quoi. Alors en fait, c'est une fourchette qui paraît tout à fait normale, enfin c'est une fourchette normale au point de vue forme, c'est-à-dire on peut manger avec, hein, on peut vraiment s'en servir. Mais par contre, le métal avec lequel elle est faite, c'est un métal particulier, c'est du nitinol. Nitinol, ça veut dire nickel et titane. C'est un alliage de nickel et de titane qui a la particularité de pouvoir conserver en mémoire une forme qu'on lui a imposée. Alors comment ça s'explique, disons, au point de vue structure atomique en quelque sorte? Eh bien, c'est quand on prend certains alliages, en particulier nickel-titane, on peut le faire également avec des alliages où il y a du fer, il y a du cuivre, de l'aluminium, mais ceux où ça marche mieux, c'est vraiment le nitinol, nickel plus titane. On prend l'objet, on lui donne une forme, donc par exemple ici, cette forme-là, la forme qu'on veut mettre en mémoire, on porte l'objet à haute température, en tenant la forme, et puis on fait une trempe, un refroidissement instantané, on plonge dans l'eau. En fait, quand on porte l'objet à haute température, ça veut dire que tous les atomes à l'intérieur de ce métal vont se mettre exactement dans la même, ce qu'on pourrait appeler configuration, c'est en mode cristallin, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle l'austénite, c'est la phase mère. Donc tous les atomes vont se grouper entre eux d'une certaine manière, avec une maille cristalline spécifique. Et quand on refroidit, qu'on fait une trempe, on va changer la forme de ces cristaux, de ces polycristaux. On va obtenir ce qui s'appelle la phase martensitique. Et là, il y a plusieurs phases. Les nitinols, par exemple, ils ont plus de 20 variantes quand on refroidit comme ça. Donc après, quand l'objet est froid, on peut le prendre, le tordre. Là, il faut laisser l'objet un petit peu refroidir. On prend l'objet, on peut le tordre, lui mettre la forme qu'on veut. Et quand on augmentera sa température, par exemple tout simplement en le tenant dans la mer, avec la chaleur de la mer, ou la chaleur, je sais pas, sèche-cheveux, ce qu'on veut, hein, on le chauffer, ou de l'eau chaude, eh bien l'objet retrouvera la forme de la phase mère, qui elle est unique, et retrouvera tout le temps sa forme. Et le phénomène n'a quasiment pas d'usure. On peut le faire des millions de fois. On plonge l'objet donc dans de l'eau, on le refroidit instantanément, et donc à ce moment-là, on va obtenir une phase cristalline différente qui s'appellera la martensite donc. Et donc on pourra ensuite, une fois donc l'objet comme ça refroidi, le déformer absolument comme on veut. Et dès qu'on le réchauffera, ne serait-ce que par la chaleur dégagée par la mer ou en le plongeant dans de l'eau chaude, etc., il retrouvera la forme de la phase mère, la forme qui a été mise en mémoire. Et ça marchera, on peut le faire des millions de fois, il n'y a pas d'usure, il n'y a pas d'hystérésis. Le phénomène peut être recommencé quasiment ad vitam aeternam. Donc ici, c'est du nitinol, nickel plus titane. Il y a également d'autres alliages qui ont cet effet-là, ce qu'on appelle les alliages à mémoire de forme. Et ça peut être utilisé pour faire croire à des dons de psychokinèse. Psychokinèse, c'est le pouvoir de l'esprit sur la matière. Donc on met un objet, on se concentre un petit peu, comme je faisais tout à l'heure, on tient dans la main, etc. Et soi-disant par le pouvoir de son esprit, le pouvoir qui serait donc au bout de ses doigts, on arrive à faire tordre l'objet, etc. Et en réalité, là, c'est une application, disons, de la physique. Ça date pas de maintenant, hein. C'est au début des années 1930 qu'au MIT, ils ont découvert donc l'effet à mémoire de forme. Et il y a les premiers brevets de moteurs basés sur des métaux à mémoire de forme qui ont été déposés dans les années 1960. Donc on voit que c'est connu depuis quand même pas mal de temps maintenant. Donc voilà, c'est des métaux qui peuvent être utilisés pour faire croire à tous les dons de psychokinèse. Psychokinèse, c'est le pouvoir de déplacer des objets, de déformer des objets, d'influer sur les objets à distance, soi-disant que par le pouvoir de son esprit. Ben là, on peut penser donc que c'est de la psychokinèse, qu'il ne peut pas y avoir des mains, etc., puisque c'est un objet en bois, tout ça. Ben, il se trouve que cet objet en bois, il est un petit peu particulier. C'est un objet ici qui a été fait par des étudiants de zététique. C'est un bois, une bûche qui a été non pas sciée, mais éclatée en deux. À l'intérieur de la bûche, il y a un sillon qui a été creusé donc en biais. Et dans le sillon, on place tout simplement un tube avec un liquide suffisamment visqueux, un peu comme on dirait du miel. On met un bouchon, on ferme bien, on remet le bois dessus avec de la colle à bois,
on laisse sécher et on usine ensuite. On usine 24 heures ou 48 heures après, ce qui fait qu'on ne voit plus du tout les coupes, on ne voit pas du tout que l'objet a été découpé. Mais par contre, on a à l'intérieur donc du miel qui peut se déplacer. Si on le met comme ceci, le miel il va descendre, descendre et ça, il va remplir, disons, on met à peu près le tiers du tube à l'intérieur en quantité. Donc ensuite on prend l'objet, une fois qu'on le laisse dans une position donnée, ben, je vais le mettre par exemple comme ceci, voilà. Donc imaginez on a le tube qui est de biais comme ceci, on laisse un petit moment pour que le miel vienne au fond du tube, ensuite on prend, on le pose en équilibre, juste au bord, et le miel qui est ici, il va descendre lentement par gravité, puisque le tube est mis de manière oblique. Il descend très lentement, et il va donc déplacer le centre de gravité du bois. À ce moment-là, le centre de gravité sera plus loin que le petit gobelet qui est ici, et donc à ce moment-là, il fera basculer l'objet. Ben, la raison, c'est une activité donc du cerveau humain, et la raison avec un grand R, c'est la méthode que l'on va appliquer pour essayer de comprendre un petit peu la nature qui nous environne. Donc la raison ou esprit critique, finalement, grosso modo, c'est le même terme. Hein. Esprit critique, c'est un terme peut-être un peu plus moderne, un peu plus usité, quoi. Mais ça revient à la même chose. C'est quelle est l'approche qu'il faut que l'on ait vis-à-vis de notre environnement pour essayer de tirer le maximum d'informations et d'essayer de tirer des informations, bien sûr, qui sont justes, quoi. Alors la raison, quand on essaie d'aborder un problème quel qu'il soit, ben, il faut suivre certaines règles qu'on appelle un peu les règles d'or, hein, les règles d'or de l'esprit critique, de la raison, de la zététique, on les appelle un peu comme on veut. Et il y en a plusieurs. Une des règles, par exemple, importante, c'est la parcimonie de règles. Ça veut dire il ne faut pas chercher à multiplier au-delà de ce qui est suffisant les hypothèses pour expliquer quelque chose. Donc il faut prendre les hypothèses les plus simples pour essayer d'expliquer ce qui nous entoure. Face à plusieurs phénomènes, si on a une hypothèse qui va expliquer 3 phénomènes, c'est cette hypothèse-là qui doit être préférée. Ça ne veut pas dire forcément que c'est celle-là qui est juste, mais en tout cas c'est nécessairement celle-là qu'il faut préférer, parce qu'elle explique plus de phénomènes. Ou alors elle explique un phénomène, mais plus en détail et mieux, plus en profondeur. Donc on doit nécessairement, jusqu'à plus ample informé, préférer cette hypothèse-là. Donc ça c'est une des règles, donc la parcimonie de règles. On a par exemple l'origine de l'information. L'origine de l'information est fondamentale. Ça veut dire qu'il faut, chaque fois qu'on a une information, c'est essayer de remonter à la source réellement pour essayer de vérifier l'information. On va nous parler, j'en sais rien, de l'état du ciel. Ben, plutôt que de regarder l'horoscope du coin, on va demander aux astronomes, on va regarder des cartes du ciel, ou soi-même, on va prendre une lunette ou un télescope, on va regarder un petit peu. Alors la différence entre une pensée scientifique et une pensée pseudo-scientifique, tout d'abord c'est sur le terme pseudo-scientifique, hein. Il y a beaucoup de domaines où il y a beaucoup d'hypothèses ou quoi qui sont ascientifiques, hors du domaine scientifique. Donc là ça pose pas de problème en fait aux scientifiques. Ce qui pose problème, c'est les pseudo-sciences. Du style, quand on va parler d'homéopathie, qui est une pseudo-médecine, etc., il y a des champs scientifiques et des champs pseudo-scientifiques. Le pseudo-scientifique, ce qu'il y a, c'est qu'il se présente comme scientifique. C'est cette revendication. Et c'est pour ça que ça devient finalement un petit peu comme une confrontation par rapport au champ scientifique. Le champ scientifique, il se définit, c'est un champ cognitif comme un autre, hein, mais il se définit par induction, déduction, rétroaction. Induction, c'est-à-dire on va essayer à partir de phénomènes qu'on va observer dans la nature, on voit, je sais pas, une étoile qui explose, etc. On va essayer d'en tirer une information. On va essayer d'en induire quelque chose. À partir de là, on formule une hypothèse. Je sais pas, sur la naissance, la vie, la mort des étoiles, ou sur les êtres vivants sur Terre, etc. Et là, on va essayer de regarder, de faire une hypothèse, à condition que cette hypothèse, elle ne soit pas, premièrement, autocontradictoire, c'est-à-dire il faut qu'elle soit logique en elle-même, mais aussi il faut qu'elle soit cohérente avec ce qui existe à l'extérieur. Donc là, on a un deuxième principe. Le premier, c'était l'évidence des faits, il faut vérifier que ça existe, donc c'est un critère expérimentaliste, disons. Et le deuxième, c'est un critère de cohérence, à savoir, l'hypothèse que je formule, il faut qu'elle soit cohérente avec ce qui est déjà dans le corpus connu. Et puis à partir de là, on va faire des expériences. Sans expérience, alors quand je dis expérience, c'est soit une expérience vraiment bidouillée, soit par la pensée. Il suffit qu'on puisse concevoir l'expérience. On fait ce qui s'appelle donc une rétroaction. On va dire, ben voilà, si je fais l'expérience, voilà ce qui doit se passer. Si on ne peut pas mettre l'hypothèse sous la forme si, alors, si ceci est vérifié, alors j'en déduis que, alors l'hypothèse, elle n'est pas scientifique. Elle est peut-être amusante, elle est peut-être intéressante, on pourrait discuter dans un salon, mais on est hors du champ scientifique. Dans le champ scientifique, il faut que ce soit fructifère. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse poser une hypothèse et qu'on puisse en tirer des conséquences.
Donc on dit si ceci est vrai, alors j'en déduis que. Et on fait une expérience. Et puis on regarde si c'est vrai, alors on fignole un petit peu. On essaie de descendre d'une décimale, de regarder un peu mieux. Et chaque fois qu'on fait cette boucle, eh bien on améliore. Et c'est ça l'intérêt justement qui caractérise le processus scientifique, c'est qu'il est autocorrectif. Avec cette boucle, c'est un processus de découverte, mais autocorrectif. C'est le seul domaine où il y a un processus autocorrectif de découverte, pour faire la différence avec ce qu'on appelle les champs de croyance. Donc il y a les champs de recherche, la science, et puis les champs de croyance. Dans la croyance, la plupart du temps, ce qu'on appelle les champs cognitifs donc de croyance, eux, on s'aperçoit qu'ils évoluent essentiellement sous la contrainte ou sous le fait qu'on va trouver que les données n'étaient pas correctes. Donc c'est la remise en cause ne se fait que non pas par un processus d'augmentation des données disponibles et des connaissances disponibles, mais par le fait qu'on remet en cause. Du style, il y a une vérité révélée, et puis quelqu'un qui va dire « Ah ben non, c'est pas vraiment ça ». Donc à ce moment-là, il y a un schisme, et on passe à côté, c'est une hérésie ou non, mais bon, il y a quelque chose qui se fait à côté. C'est toujours en confrontation de, c'est pas en amélioration de. Donc c'est la grosse différence entre champ de recherche et champ de croyance. Et les pseudosciences, c'est celles qui revendiquent un attrait, par exemple l'astrologie qui va se revendiquer comme une pseudoscience, elle va dire, ben voilà, nous on fait des calculs, on fait un horoscope, on fait des calculs précis, rigoureux, donc on est une science. Alors là, il faut regarder, est-ce que ce domaine, ce champ cognitif qui revendique le statut de science, est-ce qu'il obéit justement aux règles de la science? Et quand on prend par exemple l'astrologie, parce que j'ai pris cet exemple, ben on s'aperçoit que ça ne suit pas du tout les règles scientifiques. Donc ça veut dire que c'est un champ qui se présente comme scientifique, mais qui ne l'est pas. Souvent, les scientifiques désenchantent le monde, enfin on entend ça, on brise le rêve, la poésie, alors qu'il suffit de discuter avec n'importe quel collègue scientifique et on s'aperçoit qu'au contraire, le scientifique, par définition, il est curieux, il est ouvert sur la nature, sur l'environnement et tout, et son principe, c'est d'essayer de regarder tout ce qui est justement un peu hors norme, parce que c'est ça qui va amener de l'information, c'est ça qui va amener de la découverte. Et pour avoir ça, ben, il faut avoir de l'imagination. Donc l'imagination débridée complètement, c'est sûr, ça va pas très très bien fonctionner en science, mais l'imagination, elle est fondamentale. Le rêve, la poésie, l'imagination, c'est fondamental, c'est ça qui va permettre de bâtir de nouvelles hypothèses. Mais après, on dit rêve, mais sans laisser le rêve être ton maître. Hein. C'est Rudyard Kipling qui disait ça, et le scientifique, c'est exactement ce qu'il applique. Il laisse son imagination déborder, et puis ensuite il dit ben, je vais faire une expérience, une manip, pour essayer de contrôler si oui ou non, dans tel et tel cas, il y a ça qui se produit. Donc c'est... moi, je dis toujours, c'est le droit au rêve a pour pendant le devoir de vigilance. Donc, il faut effectivement se lancer, plonger dans tout ce qui est extraordinaire, faire travailler son imagination, mais après, il faut savoir faire des expériences qui soient rigoureuses, scientifiquement bien construites. Ben, ça procure d'abord une aisance financière, si c'est des bons charlatans. D'accord. Et puis après, qu'est-ce que ça amène comme bénéfice? Ben, il se trouve que ça leur amène aussi d'autres bénéfices, essentiellement des bénéfices psychologiques, quoi. Puisque le gars, il va avoir un ascendant sur son entourage, un ascendant sur le public qui le regarde, donc ça lui fait un changement en quelque sorte de statut social, quoi. C'est quelqu'un qui va avoir de la reconnaissance des individus, les individus viennent le voir et puis il soigne ou il prédit, etc. Donc ça va le conforter encore dans sa croyance, si tant est qu'il avait. Mais si on suppose que c'est un charlatan conscient, quoi, dans ce sens-là, ben, c'est sûr que ça lui amène également une reconnaissance vis-à-vis des autres individus. Donc il a un changement de statut, il a le prestige et tout. Statut et prestige. L'effet Pangloss, donc du précepteur de Candide, ou l'effet bipède, hein, on verra pourquoi. L'effet bipède, ça correspond finalement à confondre l'effet et la cause. C'est-à-dire on inverse un petit peu le sens de la causalité, s'il y a causalité, hein, le sens finalement de la flèche du temps. Donc ça veut dire on revient à inverser quel événement précède l'autre. Donc pourquoi moi j'appelle ça l'effet bipède? C'est parce qu'il y avait une BD que j'aimais bien, il y avait un petit dessin, et la légende du dessin, c'était l'existence des pantalons prouve que Dieu a voulu que nous soyons des bipèdes. Et ça c'est vraiment un effet bipède, un effet Pangloss par excellence, quoi. On voit les pantalons, on constate les deux jambes, on constate les deux pantalons, donc on en déduit que... Donc l'effet Pangloss, c'est finalement un petit peu ce qu'on va voir intervenir dans le créationnisme. Ça intervient souvent. Donc le créationnisme, c'est l'étincelle, enfin divine, qui aurait fait l'univers. Et puis on va mettre ça en opposition, enfin en tout cas aux États-Unis ça se fait, chez nous un peu moins avec l'intelligent design, mais donc avec l'évolution. Et la différence entre les deux, ben, finalement, c'est un effet Pangloss.
Parce que quand on va prendre l'évolution, la théorie de l'évolution, donc le domaine scientifique, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est on part des faits, et puis on va essayer d'en tirer des conclusions. Donc le scientifique, il va dire, voici les faits, essayons de collecter tous les faits, voici les faits, quelles conclusions peut-on en tirer? Alors que les créationnistes, ils vont prendre la Bible sous le bras, la Genèse en particulier, et puis ils vont dire, voici la conclusion, quels sont les faits qu'on peut trouver pour accréditer cette conclusion. Donc on voit bien que dans un cas, dans le cas du domaine scientifique, on part des faits et on va vers les conclusions, on essaie d'en tirer des conclusions, alors que dans l'autre cas, on part de présupposés et on cherche en sens inverse, donc on inverse la flèche du temps en quelque sorte, on cherche les faits qui peuvent corroborer. Mais évidemment, quand on cherche les faits, on ne va pas chercher tous les faits. Donc en plus, derrière, il y a un tri des données. Ça veut dire que dans l'effet Pangloss, de manière indirecte, il y a la plupart du temps un tri des données. Quand on revient en sens inverse, ben évidemment, on prend que les flèches qui partent de cet endroit-là. On ne prend pas toutes les flèches qui sont passées ailleurs. Donc on fait un tri radical des données. Et évidemment, on va trouver des faits qui confortent la théorie, parce qu'on ne cherche que les faits qui confortent la théorie. Donc ça, c'est l'effet Pangloss. Confusion entre le sens de la flèche du temps, finalement. Confondre les faits et la cause. Ce qui se fait le plus fréquemment dans la vie quotidienne, c'est plutôt la confusion, disons, c'est ce que j'appelle un effet cigogne, c'est la confusion d'une corrélation et une causalité. C'est-à-dire où on est dans le bon sens de la flèche du temps. Parce qu'inverser la flèche du temps, les gens en principe, quand on dit voici la solution, et puis ils tiennent la genèse de la mer, chercher les faits qui correspondent, les gens se rendent bien compte que là, quand même, il y a un problème. Par contre, là où ça passe beaucoup plus facilement, c'est quand on est dans le bon sens de la flèche du temps, mais on va chercher un paramètre, par exemple, on va regarder, je sais pas, augmentation du nombre de cancers dans la population de la ville, et puis l'autre paramètre qu'on va regarder, c'est augmentation de la consommation de lait. Et puis on trace et on s'aperçoit qu'effectivement, ben, l'un est proportionnel à l'autre. Au plus la consommation de lait augmente, au plus le nombre de cancers augmente. Et donc la confusion, l'effet cigogne, va être de dire ben, le lait provoque le cancer. Alors qu'il y a une troisième variable qui est, on regarde et on s'aperçoit que c'est la population de la ville qui a augmenté. Donc évidemment, s'il y a plus de gens, il y a plus de consommation de lait, mais malheureusement, il y a plus de cancers. Mais on aurait pu couper les cancers, l'augmentation de la consommation de chewing-gum, au fait d'aller au ciné, au fait de regarder les cheminées qui fument, etc. Quoi. Le véritable paramètre derrière, c'est l'augmentation de la population. Ça, c'est beaucoup plus fréquent. Donc à mon avis, l'effet cigogne est beaucoup plus dangereux, si on peut dire, dans la vie de tous les jours, que l'effet Pangloss, parce qu'il est beaucoup plus fréquent. Et puis comme il conserve la flèche du temps, il conserve les paramètres correctement, on peut réfléchir correctement sur les paramètres, mais en tirer une mauvaise conclusion, quoi. On rejoint un petit peu l'effet placebo. On avale quelque chose, on observe qu'il y a une guérison. Absorption, guérison, oui c'est vrai. On le fait sur plusieurs personnes, oui c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'absorption, que c'est le médicament ou le pseudo-médicament qu'on a absorbé qui est la cause réelle du rétablissement de la personne. Donc très très souvent ce sont des effets cigognes. Alors la question c'est, quand il arrive des coïncidences fabuleuses, justement, on dit oh là là c'est extraordinaire, regarde c'est pas possible, ça a pu se produire par hasard. Et il se trouve qu'on a des effets assez surprenants, hein. Quelqu'un, à 6 heures du matin, il se réveille comme ça, et puis il a pensé à son oncle du Guatemala. C'est 6 heures du matin, à 6h04, 6h05, dring, il y a le téléphone qui sonne, il décroche, et il apprend le décès de son oncle du Guatemala. Bon, je suis sûr que s'il arrive ça à quelqu'un d'entre nous, automatiquement, on va penser parapsychologie, prémonition, un message télépathique entre le mourant et le vivant, etc. Le problème, encore une fois, c'est qu'on ramène ça à soi-même, à l'individu. Ça nous est arrivé, c'est surprenant, c'est l'expérience personnelle. Et c'est sûr, on ne pourra pas nous faire accepter que c'est le hasard. Exactement comme le gars qui a gagné le loto, il va dire c'est mon jour de chance, c'est normal, etc. Et en fait, la confusion, elle est qu'on oublie de regarder le nombre de personnes sur lesquelles ça peut se produire. C'est-à-dire que ben, le nombre de personnes qui dorment, le nombre de personnes qui rêvent, le nombre de personnes qui se réveillent, le nombre de coups de fil qui sont donnés, puis malheureusement le nombre de personnes qui décèdent, etc. Et puis les relations entre les personnes. Donc les coïncidences dites extraordinaires, elles se produisent en fait parce qu'on fait intuitivement un tri de l'échantillon. On garde un petit effectif. On pense que les événements ne nous concernent que nous, alors que déjà il faut ramener à la population, puis à la population de la planète. Et là on s'aperçoit que des événements dits extraordinaires sont en fait tout à fait banals, tranquilles, il n'y a aucun problème, ça se produit vraiment vraiment souvent. Et les statistiques, il faut les faire là-dessus. Donc on oublie trois paramètres essentiels, c'est le nombre de cas qui se produisent,
Donc dans le cas des prémonitions, c'est le nombre de personnes qui vont faire des rêves, etc. On oublie un deuxième paramètre qui est le laps de temps. C'est-à-dire que bon, ça s'est produit maintenant, d'accord, mais ça aurait pu se produire la veille, ça aurait pu se produire il y a un an, ça aurait pu se produire dans 10 ans, etc. Donc il faut prendre en compte quasiment toute la vie de l'individu pendant laquelle ça peut se produire. Donc on le calcule pour une journée, mais il faut multiplier après par le nombre de jours que la personne va vivre. Et puis il y a un troisième paramètre également, qui est, donc là j'ai dit, il y a le nombre de cas, il y a le nombre comment on pourrait dire, le laps de temps important, puis il y a le nombre de types de phénomènes. Ça on l'oublie. C'est-à-dire que je me réveille, il est 6 heures du matin, je pense à mon oncle du Guatemala, 6h05, j'apprends son décès, ok. Et on va faire le calcul que pour les personnes qui ont pensé à des décès. Mais imaginons que, j'en sais rien, je me réveille à 6 heures du matin, je regarde par la fenêtre, à ce moment-là, je vois 10 lézards alignés à la queue leu. Je dis, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, c'est un événement extraordinaire aussi. Ça, c'est un autre type d'événement, où je sors dans le jardin, puis boum, il y a un météore qui vient de tomber juste à mes pieds. Et c'est des événements qu'on n'a pas pensé à prendre en compte. En fait, on n'a pas décidé avant que je devais avoir une prémonition, penser à l'oncle du Guatemala, et puis que cet oncle décède, et que j'apprenne le décès en moins de 5 minutes. C'est qu'il aurait pu arriver n'importe quel autre phénomène extraordinaire. Donc ce qu'on oublie, c'est le nombre de types de phénomènes qui peuvent se produire. Donc avec ces trois variables, nombre de cas pour un phénomène donné, un nombre de cas énorme, pour un phénomène donné ou tous les types de phénomènes, le temps immense qu'on a à notre disposition, et ensuite le nombre quasi infini de phénomènes qui peuvent se produire, quoi. Parce que au lieu que j'apprenne le décès de l'oncle, j'aurais pu gagner au loto, j'aurais pu rencontrer ma dulcinée, etc., quoi. Donc il y a un nombre faramineux de phénomènes possibles qui ont tous une probabilité très 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 petite de se produire. Mais comme il y a un très grand nombre de chacun de ces trois paramètres, bien nécessairement on arrive à une quasi-certitude. C'est sûr, quelque chose d'extraordinaire va vous arriver. Donc il existe une particularité humaine qui fait partie d'autres particularités aussi, hein, qu'on appelle la cécité inattentionnelle. Ça a été mis en évidence par des psychologues américains qui ont fait une expérience assez amusante. Donc qui consiste à... Il y a deux équipes de basketteurs, une équipe habillée en noir, une équipe habillée en blanc, et on demande de compter les passes que font les membres de l'équipe en blanc, et puis donc ça joue comme ça, et puis au bout d'un moment on demande aux gens s'ils ont remarqué quelque chose. 50% des personnes n'ont rien remarqué, et il se trouve qu'il y a un gorille qui est passé, qui s'est arrêté au milieu, qui a fait comme ça, et puis qui est sorti de l'écran en quelque sorte, sorti du champ, et 50% des personnes ne l'ont pas vu. Donc c'est ce phénomène qui s'appelle la cécité inattentionnelle, ou la cécité attentionnelle, ça dépend des auteurs. Et c'est assez extraordinaire, ça consiste en ceci, que quand on focalise l'attention sur quelque chose, bien, il se trouve que finalement on diminue, enfin c'est pas qu'on diminue son champ visuel, on trie l'information que le champ visuel amène à notre cortex, et enfin on retient que l'information qui nous intéresse. Parce que le gorille il est quand même passé dans notre champ visuel, mais on ne l'a pas imprimé en quelque sorte, on ne l'a pas enregistré. Et donc c'est quelque chose qui a des applications pratiques dans la vie de tous les jours, et qui peut permettre d'expliquer certains accidents de voiture et tout, des mouvements qu'on voit plus trop parce qu'on y est habitué et qu'on focalise notre attention sur quelque chose. Ce qui voudrait dire que, par exemple, trop focaliser son attention sur la conduite, eh bien, peut amener justement à faire des erreurs de conduite si on n'a pas un champ visuel un peu plus large, un peu plus neutre, de manière à tout enregistrer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres expériences qui ont été faites, qui ont montré qu'il y a ce qu'on appelle la cécité au changement. Alors ça, à mon avis, c'est encore plus fort que la cécité inattentionnelle. Et les expériences, c'est par exemple quelqu'un dans la rue, donc c'est quelqu'un, un expérimentateur, hein, qui va interroger une personne, donc qui est le sujet mais qui ne le sait pas, et qui lui dit: est-ce que vous pourriez m'indiquer la direction de telle rue? Et alors la personne, gentiment, commence à indiquer, et puis à ce moment-là, arrivent deux personnes qui sont en train de tenir une porte, qui portent une porte, et qui passent entre la personne qui est renseignée et la personne qui demandait le renseignement. Et au moment où les porteurs passent, il y a un changement de personne, et donc un des porteurs sort en quelque sorte, et la personne qui demandait le renseignement part avec la porte. Mais il se trouve que la personne, le piéton en quelque sorte, qui était en train de donner les renseignements, ne voit pas, dans 50% des cas pareil, ne voit pas le changement de personne. C'est absolument époustouflant. Il y a d'autres expériences qui ont été faites, par exemple à un comptoir, où c'est une personne qui donne une information, puis qui dit: attendez, je cherche un formulaire, elle se baisse, et la personne qui se relève, c'est une autre personne. Eh bien, majoritairement, les personnes ne remarquent pas le changement de personne. Visage différent, tenue différente, coiffure différente, etc.
C'est absolument époustouflant. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pense, on a tendance, nous, à penser, généralement, tous les individus pensent que ce qu'on est capable de retenir vraiment de manière très très précise et correcte, déjà de voir ce qu'on a en face de nous. Première erreur, c'est pas forcément vrai. Donc on pense qu'on est capable de voir intégralement ce qui est dans notre champ visuel, et on pense qu'on est capable de retenir de manière très précise et correcte des événements, des dates, des lieux, des souvenirs, des odeurs même. Ben, il se trouve que ce sont des croyances erronées. Ce sont des croyances erronées en fait qui sont dues aux limitations de nos capacités. Nos capacités intellectuelles, nos habiletés intellectuelles ben, sont moins fortes que ce qu'on présuppose a priori. Et donc il y a cet effet de focalisation qui fait qu'on perd pas mal d'informations. Alors qu'est-ce qu'une pareidolie? Ben, une pareidolie, c'est le fait que le cerveau va... C'est une illusion hein, finalement, une pareidolie. C'est le cerveau qui va interpréter, par exemple, des taches, des nuages ou des taches sur une table, une feuille, etc. Et qui va interpréter ça comme une image qui, pour lui, aura un sens. Pour lui, cerveau aura un sens. Donc c'est ce qu'on voit classiquement quand on va regarder les nuages, quand on va faire des tests Rorschach, etc. C'est le fait que notre cerveau est habitué, c'est un pur produit de l'évolution, hein, qui est habitué à chercher un sens, une trame, un patron en quelque sorte, dans ce qui nous environne. Et c'est vraiment utile parce que bon, on a quand même intérêt à reconnaître, je ne sais pas, s'il y a un tigre qui va nous sauter dessus, etc. Donc la détection rapide de quelque chose qui est signifiant dans notre environnement, c'est fortement utile évidemment. Hein. Alors, ça relève de quoi? Pourquoi très souvent, quand on est sujet à des pareidolies, on va trouver souvent des visages, hein, le visage de la Vierge Marie, le visage du Christ, le visage du grand-père. Il y a un toast avec l'image de la Vierge qui s'est vendu, je ne sais pas combien de milliers de dollars, etc. Et pourquoi on détecte souvent un visage? Eh bien, ça a été démontré très récemment, ça a été démontré en 2006. Il y a eu une publication dans la revue Science qui a montré que le cortex, dans le cortex, on a des neurones qui sont, enfin dans le cerveau, on a des neurones qui sont spécifiques à la détection des visages. Comment ils ont réussi à montrer ça? Ils ont fait ça sur des singes macaques, donc où ils observaient le fonctionnement, l'activité, disons, cérébrale avec de la résonance magnétique nucléaire, donc avec de l'IRM, et ils projetaient donc des images à ces singes, et de temps en temps, c'était des images d'objets, et de temps en temps, c'était des images de visages. Et quand c'était des visages qui apparaissaient à l'écran, c'était certaines zones bien spécifiques, toujours les mêmes, qui étaient activées dans le cerveau. Ça veut dire qu'on a des neurones spécifiques dédiés à la détection des visages. C'est ça qui explique que la plupart du temps, dans les pareidolies, on a tendance à voir des visages. On va voir un smiley, on va voir le visage du grand-père, on va voir le visage du Christ, etc. On verra ça plutôt qu'une cafetière ou plutôt que voir un éléphant, quoi. Alors comment est né le spiritisme? Le spiritisme, il a démarré donc en 1847 aux États-Unis, dans l'État de New York. Et quand on sait comment ça a démarré, c'était assez curieux. C'est deux petites filles, donc Margaret et sa sœur Kate. Donc les sœurs Fox, elles avaient 8 ans et 6 ans et demi. Et donc, dans une maison, ben, il y a des coups qui se sont fait entendre, hein, comme des bruits comme ça particuliers. Et la mère a été intriguée, et puis en discutant tout ça, ils ont commencé à penser que c'était des esprits de revenants, donc de personnes décédées qui se manifestaient. Et puis à partir de là, ça s'est répandu dans le monde entier. Donc là, 1847, on est dans l'État de New York. 1850-1852, il y a déjà Victor Hugo en France qui fait tourner les tables. Donc ça veut dire que ça a vraiment diffusé très très vite. Et puis ensuite, bah, ça s'est répandu vraiment dans le monde entier. Donc avec soit le spiritisme, les mains comme autour de la table comme ça, on invoque l'esprit, soit avec la tablette Ouija. Après, il y a différentes formes de spiritisme avec le pendule aussi, la radiesthésie. Bah, il se trouve que tout ça, ça a démarré donc par deux gamines, donc je répète, 8 ans et 6 ans et demi, qui ont pris une pomme, qui l'ont attachée au bout d'un ressort et qui faisaient bomber le soir comme ça pour effrayer leur mère. Ça paraît incroyable, mais ça a démarré comme ça. Et ensuite, elles se sont rendues compte qu'elles arrivaient à faire du bruit tout simplement comment? Avec leurs pieds ou avec leurs genoux, elles arrivaient à faire craquer les orteils du pied. Et c'est en plaquant donc leurs jambes contre un pied de table, ça faisait une résonance et elles ont créé ce qui s'appelle les raps. Les raps, c'est les bruits des esprits. Et ça a fait le tour de la planète. Et après, bien sûr, il y a d'autres médiums qui ont compris la technique
et qui s'y sont mis. Et on sait tout ça comment? Ben, on le sait de sources sûres, puisque c'est la fondatrice elle-même du spiritisme, Margaret Fox, qui en 1888, donc beaucoup plus grande, elle a expliqué un petit peu ce qu'avait été sa vie et comment elle avait truqué très très simplement et comment elle avait pu gruger des tas de personnes. Elle a expliqué, elle a refait sur scène, elle a montré comment elle faisait ça, quoi. Donc le spiritisme, finalement, c'est une mystification, mais qui a très très bien marché et qui marche encore à l'heure actuelle. Alors comment explique-t-on que puisqu'on sait ça, ça continue? Ça devrait s'arrêter immédiatement dès la publication de ces mémoires. Alors, des personnes disent que ça devrait s'arrêter dès que le fondateur ou la fondatrice reconnaît une mystification. Le problème, c'est que quand quelque chose est lancé, il y a une telle inertie, et là c'est une loi d'inertie, finalement c'est une loi physique, hein. Quand ça a démarré, c'est très très difficile de faire dévier un projectile en quelque sorte de sa trajectoire. Une fois que ça a démarré, ça a pris une telle ampleur, il y a tellement de personnes qui trouvent intérêt à ce que ça continue, que ça va continuer, parce qu'après c'est vraiment devenu du commerce et tout. Donc là c'est très très difficile. On a beau prouver par A plus B que dès le départ, les fondatrices du mouvement montraient exactement comment elles faisaient, comment elles truquaient les expériences. Une fois que ça a démarré, à mon avis, c'est boule de neige et c'est quasiment impossible, mission impossible, disons, pour essayer de l'arrêter. Alors, quand on est face à une séance de spiritisme avec un verre, qu'est-ce qu'on peut expérimenter pour voir si c'est vrai, si ça marche pas, si c'est truqué Alors ce qu'il faut faire déjà, c'est se mettre en condition, comme si c'était vrai, donc hypothèse, le spiritisme existe, il faut se mettre en situation, on met les mains, on met le verre au milieu, ou on met l'index, souvent c'est ça, on prend un verre, on le retourne, on met l'index dessus, et puis on invoque l'esprit, donc on fait de la lumière tamisée, etc., spirituelle. Il faut vraiment faire l'expérience telle que ceux qui pratiquent, disons, le spiritisme demandent à ce que ce soit fait, hein. Donc il faut faire comme ça. Si ça marche pas, ça marche pas. Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a rien. Et si ça marche, ça veut dire que le verre commence à bouger. À ce moment-là, c'est bien. Ça veut dire qu'on est dans de bonnes dispositions. L'esprit se manifeste. On ne sait pas encore ce que c'est, mais l'esprit se manifeste. Alors à ce moment-là, on ouvre le cartable et puis on sort, par exemple, deux petits papiers. Ou si on est pris un peu de cours, on prend une feuille de papier, on la coupe en deux. On prend du savon sec. Hein, on le frotte sur le papier, on frotte sur l'autre papier. Et puis on met les deux papiers comme ceci. Donc le savon, il est sur ma paume, hein. On met les deux papiers l'un sur l'autre, savon sur savon, et on pose ça sur le verre. Et ensuite, on met les doigts sur le papier de dessus. Et à ce moment-là, tout à l'heure, il s'est manifesté l'esprit, c'était l'esprit qui se manifestait dans le verre et le verre se déplaçait. Si c'est l'esprit qui se manifeste et que le verre se déplace, ça veut dire que c'est le papier de dessous qui va se déplacer par rapport au papier de dessus. Alors, si c'est quelqu'un qui, consciemment ou inconsciemment, avec son doigt pousse, eh bien c'est le papier de dessus qui va se déplacer alors que tout à l'heure, c'était le papier de dessous. Donc si c'est un esprit, c'est le papier de dessous. Si c'est quelqu'un qui pousse, c'est le papier de dessus. Donc des expériences aussi simples que ça permet de déterminer est-ce que c'est l'esprit qui est dans le verre ou est-ce que c'est quelqu'un qui pousse en haut, qui pousse, quelle direction, quelle intensité. Après, il y a des petites manières pour faire. On peut mettre avec des petites boules, style boule de cire, boule Kies. On peut mettre ça sur la table, sous le verre, etc. pour regarder les directions, les intensités. C'est des petites expériences très très simples à faire et qui sont vraiment significatives. On peut aussi se dire que souvent, il y a le verre et puis on met des lettres autour de la table, A, B, C, etc. Puis des chiffres, 0, 1, 2, 3. On pose les doigts, le verre se déplace, et puis on demande, je sais pas, quel était le prénom d'Einstein, et puis A, L, etc. Bon, ok, c'est bien, on se dit l'esprit, il est là, il se manifeste. Quel était le prénom du grand-père? Hop, puis ça se déplace aussi. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on prend des cagoules, donc qu'on met sur la tête de tous les participants. Il y a une personne qui n'a pas la cagoule, qui sera la personne externe, le juge, qui va regarder, et puis on recommence l'expérience, et puis on regarde, on pose une question, quel est le prénom, mettons, je sais pas, de mon grand-père, et puis le verre se déplace, s'il se déplace, vers des lettres, et le juge note quelles sont les lettres. Mais là, il n'y a plus la vision. Alors après, on peut se dire, ok, mais là, peut-être le juge, il est encore dans le coup, ou s'il n'est pas dans le coup, il est télépathe, et puis par télépathie, il peut, d'accord. Alors ce qu'on fait, on prend des cartons, on écrit dessus A, B, C, on met tout l'alphabet, et les chiffres si on veut, on retourne tous les cartons, on fait ça devant tout le monde, hein, comme ça tout le monde se contrôle, on mélange les cartons, donc plus personne ne sait qu'est-ce qu'il y a sous ce carton ou ce carton. On reprend les cartons, on les place tout autour de la table, on prend un feutre, et puis on écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on numérote, mettons jusqu'à 40 ou 50, on numérote tous les cartons. On met le verre, on recommence, on pose la question, puis le verre il va vers 37, 12, 54, etc. On note les chiffres. Quand l'expérience est finie, on retourne les cartons et on regarde le code. Le A c'était par exemple le 27, le B c'était le 44, etc. Et à ce moment-là, nous, chaque fois qu'on a fait l'expérience comme ça, les réponses deviennent totalement incohérentes. Donc manifestement, c'est que la vision, au moins de l'un des participants, est nécessaire.
Alors souvent on nous parle du mécanisme donc d'auto-persuasion pour les personnes qui font de la radiesthésie, du spiritisme, de la sorcellerie. La sorcellerie ou radiesthésie c'est très très voisin. Et en fait c'est quelque chose qu'on observe. On a des personnes qui sont venues pour se faire tester au laboratoire qui sont des personnes de toute bonne foi, qui pensent avoir des pouvoirs. Et comment elles se sont persuadées qu'elles ont des pouvoirs? Eh bien elles ont fait des expériences. Et puis elles disent, ben voilà, j'ai eu 98% de résultats positifs, ce que nous disait un sourcier qu'on a testé ici sur le campus Sciences. Et il se trouve que quand on discute un peu, eh bien on s'aperçoit que c'est un processus finalement oui, d'auto-persuasion, parce que la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des expériences et elle ne retient finalement que les expériences qui ont été positives. Donc c'est des prophéties auto-réalisatrices, quoi, finalement. C'est-à-dire qu'il y a une annonce qui est faite, et puis quand il y a une annonce contraire qui arrive, il y a une espèce de dissonance cognitive qui arrive, eh bien la personne, elle va oublier. Elle va oublier, c'est-à-dire elle va ne pas compter cette expérience, ou alors elle va dire oui mais là c'est normal, celle-là il faut que j'arrête parce que j'étais fatigué, ou la veille il y avait eu un décès dans ma famille, ou j'étais inquiet pour telle et telle chose, et donc il y a ce qu'on appelle des positions de repli. Donc la personne, en toute bonne foi, j'insiste là-dessus, elle élimine consciemment, hein, mais elle élimine sans se rendre compte les cas, disons, qu'il faudrait prendre en compte pour faire une statistique correcte. Et donc après, ben, évidemment, sur un nombre de cas réduit qu'elle a conservé, elle a conservé dans sa mémoire que les cas qui étaient positifs, eh ben, la personne dira 98% de succès. Mais il se trouve que quand nous, on fait l'expérience ensuite avec cette même personne, ben, le taux de succès que donne le hasard à chaque fois qu'on a fait l'expérience correctement. Je crois qu'on le retrouve partout, dans tous les domaines. À partir du moment où quelqu'un se pense investi d'une mission, j'en sais rien, quelqu'un veut se présenter à la présidentielle, et puis il pense sincèrement, enfin, il vit que pour ça, mais je pense que la personne, automatiquement, elle va s'auto-persuader, elle va éviter tout ce qui pourrait être donc négatif pour elle, cette personne. Donc, par exemple, ça veut dire qu'elle va faire déjà ce qui s'appelle de l'exposition sélective. C'est-à-dire, si quelqu'un lui amène de l'information, tant que l'information, moi je veux me présenter, etc., tant que l'information va dans mon sens, ok, je la prends, je reçois une information contraire, non, je la rejette. Elle va prendre que de l'information qui va dans le sens de ses présupposés. Donc, ces présupposés vont être augmentés. Donc ça, c'est l'exposition sélective. Et puis après, il y a ce qui s'appelle la validation subjective. Ça veut dire que s'il y a une information contraire qui passe quand même, qui arrive à passer ce filtre, eh bien l'information arrive, mais elle va être mal perçue par la personne de manière à la rendre conforme à ses présupposés. C'est-à-dire une information qui aurait dû amener la personne à se remettre en cause, finalement, eh bien cette personne-là va mal percevoir. C'est-à-dire, vous dites oui, la personne va entendre non. Là, j'exagère hein, pour que ce soit clair. Hein. Ça veut dire que c'est la mal-perception de l'information pour aller dans le sens des présupposés de la personne. Et là, effectivement, ça s'observe de manière assez courante, disons. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une hypothèse alternative? Alors, l'alternative, c'est vraiment un point fondamental. Hein. Il y a une des facettes de zététique qui est justement l'alternative est féconde. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous amener peut-être à trouver le maximum d'informations sur un sujet. C'est-à-dire quand on est face à un phénomène paranormal, disons, un phénomène surnaturel, surnaturel, il n'y a pas de connotation religieuse, hein, c'est juste au-delà, disons, des lois de la nature, un phénomène surnaturel. Eh bien, avant de se lancer dans quoi que ce soit, il faut se poser la question, est-ce qu'il existe une alternative naturelle au surnaturel? Ça veut dire, est-ce qu'on a une hypothèse qui nous permettrait de faire une expérience, par exemple, qui dans les mêmes conditions, ça c'est vraiment important, et avec les mêmes caractéristiques, nous donne l'effet miraculeux, l'effet surnaturel. Alors devant un phénomène surnaturel, si on arrive par un procédé physique, chimique, mathématique, psychologique, peu importe, hein, si on arrive par un procédé naturel à reproduire exactement le même phénomène, dans les mêmes conditions, avec toutes les caractéristiques, alors à ce moment-là, l'hypothèse surnaturelle, elle devient superflue. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, mais ça veut dire que jusqu'à plus ample informé, on n'a pas besoin de faire appel à cette hypothèse surnaturelle, puisqu'une hypothèse tout à fait naturelle, classique, normale, etc., nous permet de l'expliquer. Donc c'est ça le principe de l'alternative, et il faut chaque fois essayer de regarder, et l'alternative est vraiment féconde parce que ça permet de découvrir quelquefois des phénomènes insoupçonnés. Donc on nous dit quelquefois la science ne peut pas tout expliquer. Et donc c'est pas parce qu'on n'arrive pas à ne pas expliquer un phénomène que ce phénomène n'existe pas. Et tout le problème, c'est dans la science n'arrive pas à tout expliquer. Et ça c'est vrai, c'est sûr, la science ne peut pas tout expliquer, heureusement, sinon nos descendants ils n'auraient plus de boulot. Hein. Mais le problème c'est dans le tout. Pour pouvoir expliquer quelque chose, encore faut-il que ce quelque chose il existe. Or sur les phénomènes paranormaux, le problème il est sur la simple existence de ces phénomènes. Donc nous, notre point c'est de dire
la dent d'or de Fontenelle, hein, c'est-à-dire avant d'essayer de comprendre pourquoi il y a un gamin qui, soi-disant, est né avec une dent en or, essayons de contrôler si c'est vraiment de l'or. Et puis on s'aperçoit que non, que c'est un revêtement qui est dessus. Donc avant de vouloir euh, créer une théorie parapsychologique ou normale, hein, donc surnaturelle ou naturelle, avant de vouloir prendre une théorie pour expliquer un fait extraordinaire, vérifions d'abord l'existence du fait. Et il se trouve que souvent, quand on fait ça, ben on s'aperçoit que le fait n'existe pas. On nous dit les radiesthésistes trouvent de l'eau. Ok, ben on fait des expériences. Et bien les expériences ont démontré, c'est pas une supposition, ont démontré qu'ils ne trouvent pas l'eau. Les radiesthésistes trouvent le métal. On a fait des expériences, les radiesthésistes ne trouvent pas le métal. Donc tant que le fait n'est pas vérifié, ben nous, c'est pas la peine qu'on cherche à faire des théories, quoi. C'est James Randi qui disait ça. Il disait quand on lui pose la question de savoir comment vous expliquez, j'en sais rien, la psychokinèse ou l'effet Ganzfield ou un truc comme ça, il expliquait, il répondait par une question. C'est comme se poser la question, est-ce que si on met de la vaseline dans la cheminée, le Père Noël va glisser plus vite, quoi. Bon, je veux dire, c'est pareil, c'est au même niveau. Donc assurons-nous bien d'un fait avant de vouloir en donner la cause. Bien d'abord, avant de remettre en cause une loi générale, étant donné que c'est une loi générale, donc ça veut dire une loi qui a été suffisamment bien entérinée, ça veut dire qu'il faut d'abord bien vérifier les faits avant de vouloir essayer de repousser une loi bien établie. Et il faut comprendre que la parapsychologie, souvent, elle heurte de plein fouet certaines lois, comme la conservation de l'énergie, la conservation du moment cinétique, etc. Et ce sont des lois qui ont été prouvées, en quelque sorte, par des milliers d'expériences, des dizaines, des centaines de milliers d'expériences. Donc avant de vouloir remettre en cause ces lois très bien établies, eh bien, il faut déjà vraiment s'assurer des faits parapsychologiques qui sont revendiqués. Quelqu'un nous dit par exemple aussi euh, le pouvoir de la psychokinèse, donc le pouvoir de l'esprit sur la matière. Quelqu'un peut, à distance, par le seul pouvoir de son esprit, faire bouger quelque chose, donc agir sur la matière. Bien, c'est bien, mais ça pose quand même un petit problème, parce qu'il y a un postulat, c'est qu'un postulat, mais un postulat efficace qui dit que justement l'esprit ne peut pas agir directement sur la matière. Sauf évidemment mon esprit sur mon corps et votre esprit sur votre corps, hein. Mais sinon, mon esprit sur le corps du voisin, ben ça pour le moment on l'a pas vu. Et pourquoi il y a peu de chances qu'on le voit? C'est qu'un postulat très simple qui dit l'esprit ne peut pas agir directement sur la matière. Supposons que ce postulat, parce que c'est qu'un simple postulat, supposons que ce postulat soit faux. Si ce postulat est faux, ça veut dire qu'on peut agir sur la matière. Donc quand on veut faire une expérience, un parapsychologue qui va faire une démonstration, par exemple, il va dire, voilà, j'ai fait une expérience qui a démontré que la psychokinèse ou la radiesthésie existe. Eh bien, il ne pourra jamais être sûr de la validité de son expérience, parce que peut-être c'est son esprit qui a agi sur la mesure, qui a agi sur l'appareil, qui a agi sur le pendule. Vous faites venir un scientifique, un sceptique comme ils les appellent. Le sceptique vient, il fait l'expérience et il va dire l'expérience n'a pas marché. Ok, mais peut-être c'est le scientifique qui, par le pouvoir de son esprit, n'oublie pas, on est dans l'hypothèse, hein, donc par le pouvoir de son esprit, a fait que les aiguilles ont montré 0 au lieu de montrer, je sais pas, 3612. Donc si ce postulat n'est pas vrai, on ne peut plus rien démontrer. Donc nécessairement, ce postulat est juste. Donc ça veut dire que l'esprit ne peut pas agir directement sur la matière. Il faut toujours qu'il y ait un intermédiaire pour la transmission de l'information, pour la transmission de l'énergie. Donc manifestement, il y a beaucoup de données entre guillemets, parapsychologiques, qui sont contraires aux lois qui gèrent l'univers, aux lois qui régissent l'univers. Ah mais l'esprit agit sur la matière, c'est sûr, mais c'est l'esprit de mon esprit sur mon corps qui peut agir, c'est pas mon esprit sur le corps du voisin, quoi. Est-ce que mon esprit agit sur mon corps? Ben, je pense que c'est une évidence et ça se vérifie tous les jours. Il suffit de regarder un petit peu, dans certains cas, il y a des personnes qui se coupent, qui ont des accidents graves ou un truc comme ça, ils arrivent à se couper la douleur pour faire quand même, j'en sais rien, ce qu'il faut faire, essayer de se bander, faire un garrot, monter dans une voiture, aller à l'hôpital ou un truc comme ça, la personne arrive à l'hôpital et boum, c'est seulement à ce moment-là qu'elle va tomber dans les pommes. Donc ça veut dire que la personne a dû se faire sécréter très rapidement des endomorphines, des morphines endogènes, qui font que ça lui a coupé la douleur, qui lui a permis de tenir le coup jusqu'à l'hôpital. Donc est-ce que l'esprit agit sur le corps? Oui, c'est une certitude, il y a pas de problème. Est-ce que l'esprit agit de manière aussi détournée? C'est aussi le cas, mais j'en sais rien, un gosse qui court, il tombe, boum, il se fait une grosse badole, la maman elle arrive à le prendre dans les bras, puis elle fait le bisou magique sur la badole, et à ce moment-là, le gosse a plus mal. Alors bien sûr, on peut se poser la question, c'est peut-être le bisou magique de la maman qui a agi, mais peut-être, plus certainement, c'est le fait que le gamin a mis en état disons, de bien-être par le bisou de sa maman, eh bien lui, son corps, son esprit va obliger en quelque sorte son corps
à sécréter les morphines qui vont lui couper la douleur. Et ça marche très très bien chez les gamins, on l'observe. Donc est-ce que l'esprit agit sur le corps? Oui, c'est une certitude. Il n'y a pas besoin de faire de la parapsychologie pour ça, quoi. Mais il y a des limites. Mais il y a des limites, ouais. Alors on nous parle aussi de guérison comme à Lourdes, tout ça, on nous parle de l'effet placebo, des personnes sont guéries. Est-ce que les personnes sont guéries? Oui, des guéris ou en rémission, hein, je veux dire, après il faut faire la différence, mais est-ce que ça marche? Oui, mais est-ce que ça marche pour les raisons qui sont revendiquées? Et la réponse, quand on examine, c'est non. Donc ça marche, oui, pas pour les raisons qui sont revendiquées. Donc ce qu'il faut essayer de bien différencier, c'est essayer de comprendre quel est le principe de base du fonctionnement. La personne absorbe par exemple un produit, elle est intimement persuadée que ce produit va lui faire quelque chose, et se trouve qu'à ce moment-là, quelque chose se passe dans son corps. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Et c'est là que, malheureusement, toutes les revendications des pseudomédecines, des parapsychologues, etc., ont un fort effet négatif. Parce qu'elles vont empêcher les recherches sérieuses. Pourquoi? Parce qu'on va dire, vous prenez une petite granule comme ça, vous l'absorbez, peinard, vous êtes tranquille et vous n'avez pas la grippe. Donc on a la solution, qui est une solution de facilité, mais qui est une fausse solution. C'est pas cette granule qui ne contient rien, objectivement, ça se mesure, elle contient rien, c'est pas ça qui va agir. Donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui déclenche chez la personne le procédé qui va faire que ça va marcher. Et malheureusement, quand on donne une solution toute faite, une solution parapsychologique, on coupe court à toute recherche dans ce domaine. On voit un petit truc dans le ciel qui se déplace. Et les gars, ils disent, pas de problème, on sait, c'est les aliens qui viennent nous voir de temps en temps et puis ils se camouflent. Donc on nous donne une solution toute faite, c'est une solution de facilité qui empêche de se dire, bah tiens, finalement c'est bizarre, il y a des phénomènes comme ça, puis de comprendre que finalement c'est un plasma, puis on découvre un plasma, qu'est-ce que c'est, les plasmas ionisés, comment ça pourrait servir, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, etc. Ça veut dire que les solutions parapsychologiques, les solutions paranormales, sont des solutions de facilité qui sont des solutions négatives. C'est-à-dire qu'il finalement bloque la recherche sur des phénomènes qu'il serait intéressant de bien comprendre pour pouvoir les améliorer et puis les utiliser. Ben, il se trouve que les médias à l'heure actuelle ont un impact beaucoup plus grand qu'il y a quelques décennies parce que c'est essentiellement des médias électroniques entre guillemets, hein, donc ça couvre tout, hein, radio, télé, web, etc. Et il y a un effet donc, qui est l'effet caisse de résonance. Si on avait un médium, disons, je sais pas, quelqu'un qui faisait du spiritisme dans une ville ou un village dans les années 1920-1930, il allait rayonner un petit peu sur son coin, sur la région. Donc il allait toucher quelques dizaines de milliers de personnes, quelques centaines de milliers de personnes, en étant un petit peu large, mais sans plus. Et puis il se trouve qu'avec la télévision, la radio, maintenant avec le réseau, avec la toile, eh bien si quelqu'un passe à une émission de télé en montrant qu'il tord trois petites cuillères, il va toucher premier public facilement 10 à 15 millions de téléspectateurs, et puis ça va diffuser, donc il va toucher plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs. Donc le même phénomène, si on peut dire, le même médium, hein, en le déplaçant, on prend quelqu'un et puis on prend son arrière-petit-fils, hein, si on a envie, mais on voit que finalement les médias augmentent la diffusion. Donc c'est pas qu'il y a plus de phénomènes de médiumnité, par exemple, c'est simplement que dès qu'il y en a un, eh bien il est beaucoup plus étalé, la couverture médiatique est beaucoup plus forte. Donc il y a une forte responsabilité des médias dans le sens de la diffusion de ce qu'on appelle les croyances au paranormal. Parce que si on fait une étude, le corpus des phénomènes paranormaux, lui, il diminue. Je veux dire, des sorcières sur un balai, on n'en voit plus tellement, donc c'est un phénomène qui a disparu. Donc ça veut dire qu'il y a de moins en moins de phénomènes revendiqués. L'intensité des phénomènes, elle devient également de plus en plus petite, hein, parce qu'il y a des gens qui avant disaient pouvoir faire, je ne sais pas, les casseroles qui bougent, les poltergeists dans les cuisines, c'était les casseroles qui bougeaient, etc. Ou des meubles, des gros meubles massifs et tout. Et à l'heure actuelle, les médiums sont censés déplacer des petits tourniquets sous une globe, un petit tourniquet avec un papier qui fait 1 gramme ou 2, quoi. Donc on voit que le même soi-disant pouvoir a perdu en intensité. Donc il perd en intensité, le nombre de phénomènes a diminué, et pourtant maintenant il y a des millions de personnes qui y croient. Eh bien, la différence, c'est les médias électroniques. Donc il y a une grosse responsabilité dans la diffusion. Il faudrait que les médias donnent les deux facettes de l'information, à savoir, ils pourraient montrer un petit peu comment faire une enquête. Donc on peut faire du mystère, on peut faire mousser le mystère et montrer un petit peu la partie intéressante, mais après il faut donner les explications quand on les a. Quand on n'a pas d'explication, on dit j'ai pas d'explication, donc c'est inexpliqué. C'est pas inexplicable, c'est inexpliqué jusqu'à plus ample informé, quoi. Et donc il y a vraiment une responsabilité fondamentale, sans parler de, disons, d'une dérive déontologique chez certains journalistes qui fait que, bon, manifestement, le but de certaines émissions, c'est d'essayer d'attraper un peu de temps de cerveau pour vendre un peu des boissons gazeuses, quoi.
Ben, une pensée matérialiste, c'est une pensée qui s'appuie sur ce qui est le matérialisme. Ça veut dire que dans l'univers, n'est accessible, enfin n'est accessible, non, c'est pas le terme juste, n'intervient dans l'univers que ce qui est matériel. Il n'y a pas de séparation entre le matériel et le spirituel. Quand une personne va dire, par exemple, il y a l'esprit humain, et l'esprit humain, il est quelque part à l'extérieur, l'âme. Donc là, ils vont faire une espèce de dualité. Ben, il se trouve que quand on va raisonner de matière matérialiste, il n'y a pas de dualité. On va dire au contraire, ça c'est une seule unité. Et il se trouve que ce qui crée l'esprit ou la conscience qu'on va appeler de l'esprit humain, ben, c'est tout simplement le cerveau humain, le cerveau, la moelle épinière, enfin il y a tout le reste qui joue. Hein. Mais disons, ben, c'est des échanges électriques entre neurones. Donc il y a un test facile à faire, c'est on prend quelqu'un, on lui coupe la tête, et puis on regarde si l'esprit se maintient. Bon, manifestement, jusqu'à plus ample informé, ça s'est pas maintenu. Hein. Donc c'est une seule unité. Donc ça veut dire que se, se construire un univers qui serait un univers dual, où il y aurait d'une partie ce qui est la matière et d'une autre partie ce qui serait des consciences, ben manifestement ça ne répond pas à ce qu'on observe. Il suffit de faire l'observation, de faire l'expérience, et on s'aperçoit que la seule approche correcte de l'univers, c'est une approche qui est matérialiste. Le problème, c'est que souvent, ça dérive un petit peu, et les gens nous disent, vous ne pouvez pas prouver que ça n'existe pas, donc ça existe. Et c'est ça qui est gênant. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Les gens vont dire, ben, vous ne pouvez pas prouver que les ovnis n'existent pas, donc des aliens sont venus nous voir et sont venus sur Terre. Non, c'est deux problèmes séparés. C'est pas parce qu'on n'a pas l'explication de quelque chose que ça veut dire que cette chose-là existe forcément. Les gens disent, absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Ben ça, on est bien d'accord, les scientifiques, ce sont les premiers à dire ça. Hein. Mais ça veut dire que quand quelque chose est possible, ça ne veut pas dire que cette chose est certaine et qu'elle existe. La non-impossibilité de quelque chose, on va se dire non impossible. Donc c'est deux négations qui se détruisent. Donc la non-impossibilité, c'est juste une possibilité. C'est pas forcément une existence. Et donc il ne faut pas confondre ce qui est possible et ce qui est certain, quoi. Donc c'est juste à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problèmes. Les scientifiques, en principe, ils sont pour tout ce qui sort de l'ordinaire. Pour tout ce qui est un petit peu bizarre, ça va forcément titiller un scientifique. Donc s'il y a quelque chose qui est possible, plutôt que certain, le scientifique il va avoir tendance à aller chercher parce qu'il sait que c'est dans ces domaines-là qu'il trouvera quelque chose. Quoi. Oui, le problème qu'on nous soumet souvent, c'est ce qu'on appelle le problème de l'expérience personnelle. Les gens disent, ben moi j'ai vécu ça, ou j'ai pris tel granule et puis ça va mieux, donc ça veut dire que la granule fonctionne. Et c'est vrai que là c'est un domaine un petit peu plus délicat, parce qu'il y a deux choses différentes. C'est le constat, par exemple, d'une personne qui va mieux. On peut effectivement mesurer que la personne, physiologiquement, elle va mieux. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Mais de là à pouvoir prétendre que c'est la granule qui a été prise, ou l'ouverture des chakras, ou le fait que le méridien ait été un peu ponctionné avec une petite aiguille, que ça ait provoqué quelque chose, c'est le problème dans la causalité. Donc la corrélation alliée, elle est observée. La personne a pris tel produit, disons, magique, elle se porte mieux. Et maintenant, ça ne prouve pas que c'est le produit magique qui agit. Et c'est là toute la difficulté. Et c'est là que justement les scientifiques peuvent intervenir pour montrer quelle est la méthode à appliquer et montrer comment faire l'expérience pour être sûr de pouvoir conclure. C'est-à-dire dans le cas par exemple où on va absorber des granules et puis on va voir un effet, on va mettre des granules et puis on va mettre des pseudo-granules, c'est-à-dire des granules qui contiennent autre chose que ce que le premier granule contient, plus un troisième granule qui contient strictement rien. Et puis on va faire sur un échantillon suffisamment important de personnes, et on va faire absorber le granule qui contient rien, le granule qui contient autre chose, et le granule qui contient la soi-disant potion magique. Et puis après on va regarder combien de personnes se portent mieux dans chacun des groupes. C'est la seule manière pour pouvoir en quelque sorte différencier ce qui est une corrélation. Corrélation, c'est simplement un lien statistique entre deux variables, de ce qui est une causalité. Ça veut dire A cause B, B cause C, etc. Donc c'est ça qui est difficile à différencier dans l'expérience personnelle, parce qu'en plus, l'expérience personnelle, ça ramène à l'individu. Et c'est normal, l'individu a toujours tendance à... Hein, on est un peu nombriliste, on est une civilisation de nombrilistes, donc on est content, on fait un horoscope, les étoiles c'est pour nous, c'est pas pour le destin de la planète, c'est juste pour nous, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Donc là c'est pareil, c'est l'expérience personnelle qui ramène tout à soi. Et en fait, il faut qu'on puisse raisonner pour conclure statistiquement, globalement. Il faut regarder les choses globalement. Et ça, c'est vrai que pour l'individu, c'est moins valorisant en quelque sorte. Mais c'est la seule manière de pouvoir tirer des conclusions. Dans le champ scientifique, quand on veut avancer et qu'on aborde justement des problèmes où il y a une forte composante, disons, psychologique, hein, dans la partie médicamenteuse, etc., il faut impérativement
pour essayer de déterminer est-ce qu'il y a un effet placebo ou non, est-ce qu'il existe. Le placebo existe, ok, est-ce que l'effet placebo existe ou non, ça c'est moins évident. Et donc pour le mesurer, pour différencier, je répète, corrélation de causalité, il faut faire des analyses statistiques sur des grands échantillons. Donc le problème, c'est quelquefois quand on est face à, disons, deux personnes spécialistes toutes les deux du domaine, on prend par exemple deux physiciens, et puis un va dire, ben, il y a la détection par les sourciers des gradients de champ magnétique terrestre, et puis un autre va dire, non, c'est pas le cas. Alors là, c'est vrai qu'un individu du public face à ces deux personnes, ben, là, les deux personnes ont la même, disons, qualité en quelque sorte, donc les deux témoignages paraissent également crédibles. Ben, ce qu'il faut faire, il faut remonter l'origine de l'information, c'est-à-dire regarder effectivement les expériences, si possible, demander donc à une troisième personne de refaire les expériences ou soi-même essayer de s'y mettre. La plupart du temps, même des expériences compliquées, même des expériences qui semblent relever de la physique compliquée, peuvent se faire toujours avec scotch et bout de ficelle. Il faut essayer de serrer. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si on parle de la radiesthésie, donc de détection de champs magnétiques, est-ce que le pendule tourne oui ou non? Ben, ça, c'est quelque chose qui peut être mesuré par n'importe qui. Donc il suffit de faire l'expérience simplement en le faisant de manière cachée. On va mettre le courant électrique ou ne pas le mettre. Et la personne qui fait l'expérience n'a pas besoin d'être un physicien. La personne sait qu'elle a mis le courant électrique, et donc il y a un courant électrique qui circule, donc un champ magnétique, même si elle ne connaît pas la formule, qui se crée. Et donc s'il y a le champ magnétique, le pendule est censé tourner. Donc elle met ou elle ne met pas le courant, et elle observe le résultat. Seulement, malheureusement, ça demande beaucoup de temps. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas s'amuser à tout vérifier. Donc ce qu'il faut essayer de trier, c'est de regarder quel est le champ qui fait le plus consensus. On prend l'ensemble des spécialistes et on regarde sur 100 spécialistes, il n'y aura jamais 100% d'accord, il y a toujours un petit peu. Mais on va prendre le consensus général des spécialistes, pas le consensus de la population bien sûr. On prend le consensus des spécialistes. Et en principe, ça marche assez bien. Ça arrive quelquefois qu'il y a des petits épiphénomènes que les gens n'avaient pas vus, puis si quelqu'un, un physicien, mettons isolé, qui va trouver quelque chose. Mais l'avantage du domaine scientifique, c'est que c'est justement un processus autocorrectif. Ça veut dire qu'à partir du moment où le collègue il sort son expérience et il montre que son expérience est bien faite, mais il y a d'autres collègues qui la refont, qui disent bah oui, il a raison dans tel et tel cas, et puis petit à petit ça change, et à ce moment-là, l'ensemble des spécialistes se retrouvent de l'avis de celui qui était isolé. Donc ça, c'est le principe vraiment scientifique de la démarche, de la confrontation des idées.